Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Antoine Bondaz, qui est chercheur à l'Institut d'études, à la Fondation d'études stratégiques, et qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, en particulier le mois dernier, parce qu'il a été, autant le dire, traité de noms qui ne sont pas d'oiseaux, mais d'autres animaux, par l'ambassadeur de Chine en France en personne. Ça a fait un vrai scandale au Quai d'Orsay, à l'Assemblée, on en a parlé au Parlement européen et partout. Alors, pourquoi avez-vous été attaqué par l'ambassadeur de Chine ? Alors j'avais été attaqué par l'ambassade, premièrement sur Twitter et ensuite à travers un long communiqué publié un dimanche soir pour avoir rappelé quelques principes de base. Premièrement, c'est que les parlementaires français peuvent se rendre où ils veulent, y compris à Taïwan, que ces rencontres parlementaires, ces délégations parlementaires sont fréquentes. Il y en a eu quasiment chaque année ces 20 dernières années, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Elles y rencontrent également les autorités politiques, y compris la chef de l'exécutif actuelle, la présidente Tsai Ing-wen. Et donc je m'insurgeais contre l'injonction qui avait été faite par l'ambassade de Chine en France envers ces parlementaires, puisque l'ambassade avait, je cite, demandé aux parlementaires de ne pas rencontrer les autorités politiques taïwanaises. Et c'est cela qui m'a valu les foudres de l'ambassade. Et est-ce que l'ambassadeur ou l'ambassade sont coutumiers du fait ? Alors, disons que l'ambassadeur, depuis son arrivée en France à l'été 2019, a considérablement musclé la rhétorique de l'ambassade de Chine en France. Les critiques, voire les attaques contre les journalistes sont devenues extrêmement fréquentes. Désormais, les injonctions contre les parlementaires, mais les insultes contre un chercheur, ça, elles sont évidemment nouvelles. S'il y avait eu à l'étranger, de la part de diplomates chinois, des attaques contre des chercheurs et également des attaques personnelles, à chaque fois, leurs travaux avaient également été visés. Or, dans mon cas, c'était uniquement ma personne et en aucun cas mes travaux qui avaient été attaqués. C'est quand même extraordinaire, surtout venant d'un ambassadeur d'un pays asiatique qui, en général, ne se font pas tellement remarquer. Alors effectivement, on déroge de fait à la coutume diplomatique qui veut qu'un ambassadeur à l'étranger, notamment dans le pays d'accueil, ne commande pas forcément la politique nationale et surtout que son objectif soit avant tout l'amélioration des relations bilatérales. Et c'est notamment ce qui lui était indirectement reproché par le Quai d'Orsay, qui lui a rappelé quelques principes de base en France, la séparation du pouvoir. Ce que font les parlementaires n'engage pas l'action du gouvernement, la liberté d'expression, l'indépendance de la recherche, mais aussi le fait que l'objectif était l'amélioration des relations entre la France et la Chine et que ce genre de comportement ne favorisait pas cette amélioration. Est-ce que finalement c'est le reflet d'une propagande ou plutôt d'une attitude plus offensive de l'ensemble du pouvoir chinois ? Alors on a beaucoup parlé ces derniers mois, voire ces dernières années, de cette fameuse diplomatie du loup guerrier. Alors loup guerrier puisque venant d'un film sorti en 2017 en Chine, un film très nationaliste. Or, il faut bien souligner que cette rhétorique chinoise, elle est de fait plus offensive à l'étranger depuis de nombreux mois, mais que le comportement de l'ambassade de Chine en France, lui, est singulier puisqu'il amplifie considérablement cette dynamique. Par contre, ce qui est encore une fois intéressant, c'est que la communication chinoise à l'étranger ne cesse de se développer, de se renforcer. Pour vous donner juste quelques chiffres, en janvier 2020, il y avait 151 comptes Twitter associés officiellement à la diplomatie chinoise, 113 de plus qu'un an auparavant, en juillet 2019. Et puis, si on prend le cas de l'ambassade de Chine en France, l'activité de son compte Twitter sur les réseaux sociaux a été multipliée par 10 entre décembre 2019 et mai 2020. Il y a donc une communication qui se développe, qui se renforce, et puis dans certaines ambassades, des comportements qui sont encore une fois s'inscrivent dans une dynamique, mais ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de l'expression des autres diplomates chinois à l'étranger. Mais qui sont soutenus par le pouvoir central. Qui sont de fait en partie soutenus, puisque l'ambassadeur est encore à Paris, et je pense que personne d'ailleurs ne demande son renvoi, et l'objectif c'est évidemment d'avancer et de poursuivre l'amélioration des relations bilatérales. Par contre, on le voit dans la presse chinoise notamment, ces sorties de certains diplomates, on l'a vu donc en France, on l'a vu en Irlande il y a quelques jours, elles sont relayées dans les médias, et l'argument qui est mis en avant, c'est que ces diplomates-là défendent, entre guillemets, la dignité nationale
du pays. C'est un concept qui est de plus en plus utilisé dans les discours de politique étrangère depuis la fin de l'année 2020. Or, la question qui se pose, c'est est-ce que cette dignité nationale n'est pas avant tout une façon de mettre en avant le parti, alors que cette année, on fêtera le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, ou est-ce que c'est une stratégie pour améliorer les relations à l'étranger? Clairement, cette seconde option est peu crédible, puisque l'image de la Chine à l'étranger est à son plus bas historique depuis plus de 20 ans. Oui, justement, les relations entre la Chine et les autres puissances occidentales, États-Unis compris, ne sont pas au beau fixe. Donc pourquoi cette avalanche de provocations? De toutes parts, ça ne peut pas améliorer des choses qui sont déjà dans un mauvais état. Alors de fait, on a une rhétorique chinoise aujourd'hui qui est de plus en plus intransigeante. Je voyais encore il y a quelques jours, suite à la rencontre du ministre des Affaires étrangères chinois avec ses homologues d'Asie du Sud-Est, après cette rencontre, il estimait que la Chine voulait toujours dialoguer, toujours coopérer, mais qu'elle ne reculerait jamais. Entre guillemets, la Chine est prête à discuter, mais sur ses termes, et ne fera pas de concessions. On l'a vu également il y a plus longtemps, il y a plusieurs jours désormais, lorsque les diplomates chinois, que ce soit Yang Jiechi et Wang Yi, le ministre, ont rencontré leurs homologues américains, et les propos tenus ont été extrêmement durs contre les États-Unis. Encore une fois, on est dans une séquence de communication en amont du 100e anniversaire du parti. L'objectif n'est pas l'amélioration des relations avec les pays développés. Et on le voit également avec les Européens, par exemple. Les Européens ont, il y a quelques semaines, pris des mesures de sanctions contre des dirigeants chinois considérés comme responsables de la répression et de violation des droits de l'homme dans la province du Xinjiang. La Chine y a répondu en entrant dans la surenchère, puisque si les Européens avaient sanctionné 4 individus chinois, les Chinois ont sanctionné 10 ressortissants européens, dont des élus, et par exemple que ce soit M. Glucksmann ou d'autres élus européens. Et pensez-vous que cette posture de la Chine plus agressive pourrait se traduire concrètement sur le terrain militaire, par exemple du côté de Taïwan ou des îles dont la propriété est contestée par les pays environnants? Alors pour l'instant, je pense qu'il faut dissocier vraiment cette rhétorique et les actions chinoises. Les actions chinoises, que ce soit en mer de Chine méridionale ou sur Taïwan, elles s'inscrivent dans une certaine continuité. Les revendications chinoises ne sont pas nouvelles. Les outils, par contre, pour appuyer ces revendications, eux, sont nouveaux. On le voit en mer de Chine méridionale avec l'utilisation, par exemple, de plus en plus de ce qu'on appelle la milice maritime. Ce sont des forces qui sont légèrement armées, qui ne sont ni les gardes-côtes ni la marine, et qui visent à de fait changer le statu quo et à intimider les pays de la région, notamment les Philippines. On le voit avec Taïwan, où on a une pression, qu'elle soit diplomatique, économique et même militaire qui ne cesse de s'accroître, avec des avions militaires chinois qui rentrent de plus en plus souvent dans ce qu'on appelle la zone d'identification et de défense aérienne de Taïwan. Le message, il est toujours le même. La Chine est prête à utiliser l'outil militaire si l'occasion s'en présentait et s'il n'y avait plus d'autres solutions, mais on est encore, pour l'instant et heureusement, loin d'un conflit. Et est-ce que les pays concernés s'y opposent, ont des moyens de s'y opposer? Alors pour les Philippines, c'est extrêmement compliqué de s'opposer à ces revendications territoriales chinoises. Et c'est pour cela que la stratégie utilisée par Manille a été celle de la communication et de, entre guillemets, l'internationalisation. On l'avait vu il y avait déjà plus de 5 ans, lorsque les Philippines avaient demandé à une cour d'arbitrage à La Haye de se prendre position sur les revendications, entre guillemets, historiques de la Chine. On le voit également à Taïwan, où l'objectif, il est de communiquer sur ces intrusions, ces incursions chinoises dans la zone d'identification. On le voit à Taïwan avec la nécessité de renforcer les liens avec les États-Unis, avec le Japon. Mais ces pays, malheureusement, entre guillemets, pour eux, n'ont évidemment des moyens qui sont extrêmement limités face à la Chine. Pour vous donner juste un exemple, les dépenses militaires de la Chine, elles ont été multipliées par 6 ou 7 en 20 ans, quand les dépenses militaires de Taïwan stagnaient, entre guillemets, sur la même période. Donc la Chine, elle s'est bien éveillée. La Chine, de fait, est éveillée, mais depuis bien longtemps. Et c'est là où il y a, entre guillemets, une sorte de controverse dans les propos, et un paradoxe dans les propos que tiennent les diplomates chinois. Ils expliquent beaucoup ces dernières semaines que, enfin, la Chine, désormais, veut se faire respecter, va défendre ses intérêts. Mais que les choses soient parfaitement claires. Les diplomates chinois, et c'est leur travail, ont toujours défendu
l'intérêt de leur pays, ont toujours défendu la politique mise en œuvre par Pékin, se sont toujours fait respecter, et notamment par les Européens. Et donc on a, entre guillemets, ces derniers jours, une volonté chinoise de surjouer le nationalisme, de surjouer l'idée selon laquelle un Occident unifié et homogène s'opposerait à la Chine. Or, ce n'est pas le cas et on voit que même au sein de l'Union européenne, il y a évidemment des lignes qui sont différentes entre les pays sur la Chine, sur les États-Unis et sur d'autres sujets. Et l'arrivée au pouvoir de Joe Biden va-t-elle changer quelque chose dans les rapports entre les États-Unis et la Chine ? Alors, pour l'instant, les relations ne se sont pas améliorées, entre guillemets, entre la Chine et les États-Unis. Là où l'administration Biden diffère véritablement de l'administration Trump, ce n'est pas tant dans les objectifs à long terme ou dans les sujets de différends avec la Chine, mais c'est véritablement dans la méthode. Et on l'a vu depuis l'arrivée au pouvoir du président Biden, l'effort de coordination, qu'il soit en interne aux États-Unis et à l'international, a été considérable. On le voit par exemple au mois de février et au mois de mars, en amont de ce fameux sommet en Alaska dont on a parlé. Le président Biden avait participé à un premier sommet présidentiel, ce qu'on appelle en format Quad. Le Quad, ce sont les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, s'était rendu en Asie, en Corée du Sud et au Japon. C'est, il faut le préciser, seulement la 3e fois qu'un secrétaire d'État se rend en Asie pour son premier voyage. La première fois, c'était en 1961, Dean Rusk. Ensuite, Hillary Clinton en 2009. Et là, Anthony Blinken. Et puis, on a vu cet effort de coordination se poursuivre avec la participation du secrétaire d'État à un comité des affaires étrangères au sein de l'Union européenne, la participation du président Biden à un conseil européen. Et ça, c'est ce que craignent le plus les autorités chinoises. C'est cet effort de coordination entrepris par les États-Unis. De quel poids pèse encore la France dans ces rapports, dans les rapports des Européens avec les États-Unis ? Est-ce que la France a gardé son statut de grande puissance ou est-ce qu'elle est un peu négligée par la Chine ? Alors la France est de fait une puissance qui compte pour la Chine. Non seulement elle est membre permanente du Conseil de sécurité, c'est aussi une puissance qui compte au sein de l'Union européenne. Ce qui est clair, c'est que les rapports entre la France et la Chine, ils sont de plus en plus déséquilibrés. La France a un déficit commercial de plus de 30 milliards d'euros avec la Chine. Les relations de réciprocité qu'entendent mettre en œuvre les Français ne sont pas forcément respectées côté chinois, mais il y a tout de même la volonté française de peser en Europe, et c'est une évidence, mais également de faire en sorte que l'Europe pèse. Et ce qu'on peut souligner ces dernières années, c'est l'activisme notamment du président Macron pour essayer de créer une position commune de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine, avec un postulat de base, c'est que la France seule ne pourra pas peser suffisamment et qu'il faut qu'il y ait une approche européenne. On a vu cette approche européenne se mettre en œuvre en mars 2019, par exemple, lorsque, au cours de la visite d'État du secrétaire général Xi Jinping en France, le président français avait invité son homologue allemande et le président du Conseil européen à l'époque, Jean-Claude Juncker. On l'a vu également plus récemment avec l'adoption d'une stratégie commune de l'Union européenne sur la Chine. Même s'il y a une position de plus en plus commune, il y a encore des différends au niveau de l'Union européenne. Et c'est là où les Européens ont évidemment du travail, c'est se mettre d'accord pour enfin peser de tout leur poids face à la Chine. Et dans les questions économiques bilatérales, Chine-France, il est quand même frappant, et ma question est est-ce que ça continue, que finalement les Chinois ne respectent pas leurs paroles, ne respectent pas les contrats qu'ils ont signés. C'est-à-dire que leur justice va toujours dans le sens de leurs entreprises. Alors disons que certains engagements qu'avait pris la Chine, dès 2001 d'ailleurs, il y a quasiment 20 ans aujourd'hui, il y a plus de 20 ans, lors de son accession à l'OMC ou sur d'autres sujets, n'ont pas toujours été respectés. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de niveler les échanges économiques vers le haut, c'est-à-dire de faire en sorte que la France puisse exporter davantage vers la Chine. Il y a quelques timides avancées, par exemple sur les questions agricoles. Il y a eu la levée totale de l'embargo chinois sur le bœuf français. Il y a eu une victoire française au niveau de l'Union européenne, puisque sur 100 IGP désormais protégés en Chine, des IGP européennes, 26 d'entre elles sont françaises, que ce soit les IGP, c'est des indications géographiques protégées, alors principalement sur de l'alcool et du vin, mais également sur de fromage, ou même les pruneaux d'Agen sont désormais protégés. Donc ça, c'est une petite victoire, mais très clairement, sur l'ensemble des échanges, il y a encore un déséquilibre fondamental et qu'aucun gouvernement français ces 20 dernières années n'a véritablement réussi à imposer plus de réciprocité, mais également plus de transparence dans ces échanges.
Respect des brevets, respect des accords. Alors, le respect des brevets, de la propriété intellectuelle, c'est aujourd'hui un sujet fondamental et c'est un des sujets où il y a une véritable coordination au niveau européen, mais également de plus en plus au niveau transatlantique. La volonté, c'est que les États-Unis, les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, mais également le Japon, par exemple, fassent en sorte de travailler main dans la main pour imposer à la Chine le respect de la propriété intellectuelle. Ça, c'est véritablement un défi extrêmement important dans les semaines et les mois qui viennent. Il faut que je souligne que vous avez rédigé et publié 2 livres, Corée du Nord plongée au cœur d'un État totalitaire, avec des photographies de Benjamin Decoing, qui est paru en 2016, et en 2017, L'avenir de la Corée du Nord, avec Juliette Morillo et à l'Institut Diderot. Donc vous vous intéressez beaucoup à la Corée du Nord, c'est un pays extrêmement étrange. Que peut-on dire aujourd'hui après l'échec des voyages de Trump, des rencontres avec le dirigeant nord-coréen, que peut-on dire de la situation là-bas? La population souffre, c'est une vraie dictature, très féroce, très dure. Pensez-vous que les choses peuvent un jour s'améliorer pour ces malheureux Nord-Coréens? Alors, ce qui est clair, c'est que la situation aujourd'hui est très différente, et heureusement, de celle du milieu des années 90, où il y a eu une famine sans précédent dans le pays. La situation s'est progressivement améliorée au cours des années 2000 et 2010, mais depuis désormais quelques années, que ce soit les sanctions internationales, mais surtout l'impact de la pandémie, ont fait en sorte que non seulement certains progrès sont été neutralisés, entre guillemets, mais que la situation a pu se détériorer. On le voit par exemple aujourd'hui, il n'y a plus aucune ONG étrangère à Pyongyang. La Croix-Rouge elle-même a un accès extrêmement restreint, si ce n'est nul, en Corée du Nord. Et donc il y a une inquiétude sur la situation humanitaire. C'est pour cela que certains pays se mobilisent. Et l'Union européenne, par exemple, a fait en sorte d'envoyer plusieurs centaines de milliers d'euros d'aide à la Corée du Nord. Donc une situation qui est compliquée, et le contexte pandémique, évidemment, renforce les inquiétudes. Sur l'autre question importante, c'est celle de la question nucléaire et balistique. Là, les négociations sautent au point mort. Il n'y a pas en réalité eu d'avancée entre l'administration Trump et le gouvernement nord-coréen. Au-delà des 2 sommets de Hanoï et auparavant celui de Singapour, il n'y a pas eu de geste concret vers la dénucléarisation. La Corée du Nord poursuit son programme de développement nucléaire et balistique. Et donc, le défi est immense pour l'administration Biden, qui hérite d'une situation peut-être plus stable qu'elle ne l'était il y a 4 ans, puisqu'il n'y a pas eu d'essai nucléaire, par exemple, ces derniers mois, mais une situation qui reste extrêmement compliquée, avec un régime extrêmement fermé, qui se rapproche considérablement de la Chine, car il ne peut pas se rapprocher d'autres pays, et avec une situation sur les questions nucléaires et balistiques qui se poursuivent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de rapprochement avec Trump? C'est le chef de l'État lui-même, enfin le dictateur, qui décide de tout, ou est-ce qu'il est aussi, lui, l'otage de l'armée et d'autres groupes autour de lui? Alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des négociations express, notamment au début de l'année 2019, pendant quelques semaines avant le fameux sommet au Vietnam à Hanoï, et ce sommet n'a pas débouché sur une quelconque avancée. Pourquoi? Car la position de négociation, que ce soit de Pyongyang et de Washington, reste extrêmement ferme. Pyongyang demande la levée des sanctions économiques, des sanctions de l'ONU sur la Corée du Nord, et les États-Unis demandent un gel de l'ensemble du programme nucléaire et balistique. Et pour l'instant, les 2 pays sont incapables, entre guillemets, de trouver un terrain d'entente, d'arriver à avoir quelques gestes concrets en échange d'une levée partielle des sanctions. Donc les négociations, pour l'instant, sont bloquées. Là où l'administration Trump a fait un pari qui pouvait être intéressant en soi, c'est de négocier directement avec le dirigeant nord-coréen. Et comme vous l'avez rappelé, le système politique nord-coréen, avec un leader suprême, le Sool-yong, fait que le dirigeant est le seul capable de prendre des décisions importantes. Et donc, une approche qu'on peut qualifier de top-down, c'est-à-dire l'idée d'avoir un accord général avec le dirigeant et ensuite une mise en œuvre de l'accord qui soit négocié, est une idée qui est intéressante et qui est d'ailleurs soutenue par les Sud-Coréens, qui ont également l'habitude de négocier avec leurs homologues au nord de la frontière. Et donc, cette approche était intéressante. Malheureusement, les négociations n'ont pas permis d'avoir la moindre avancée. Et quel est le rôle de la Chine dans cette affaire? Est-ce que les Chinois, eux, fondamentalement, d'une part, ils sont obligés de soutenir ce régime, qui leur sert en quelque sorte de zone tampon, et est-ce qu'ils
doivent le soutenir coûte que coûte, la dictature, la famine, enfin je ne parle même pas de droits humains parce qu'il n'y en a pas du tout. Est-ce qu'ils doivent continuer ou est-ce que vous pensez qu'ils pourraient un jour ou l'autre décider de laisser le régime se libéraliser ? Alors ma thèse, il y a plusieurs années à Sciences Po, portait justement sur cette question, les relations entre la Chine et les deux Corées, et notamment la politique nord-coréenne de la Chine. J'en avais conclu à l'époque que les deux pays étaient entre guillemets dans une situation d'otage mutuel. La Corée du Nord avait besoin de la Chine pour ne pas s'effondrer, et la Chine avait besoin que la Corée du Nord, elle, ne s'effondre pas, pour de nombreuses raisons, mais notamment pour maintenir une stabilité dans la péninsule coréenne. Donc aujourd'hui, la Chine fait entre guillemets le strict minimum. Elle fait en sorte que le régime survive. Elle viole de fait certaines sanctions de l'ONU, notamment l'embargo sur le pétrole à destination de la Corée du Nord. Elle fournit à la Corée du Nord également une aide alimentaire qui est évidemment extrêmement bienvenue pour la population nord-coréenne. Mais il y a peu de chances aujourd'hui ou de risques que la Chine change radicalement sa politique. La Chine, entre guillemets, aujourd'hui, préférera toujours une Corée du Nord stable, mais nucléaire, à une Corée du Nord dénucléarisée, mais instable. Et on garde aujourd'hui cette équation comme il y a 10 ans. Et dénucléarisée et stable, c'est pas possible ? Dénucléarisée et stable est aujourd'hui extrêmement peu probable, puisqu'il est peu probable que la Corée du Nord s'engage dans une dénucléarisation sans contrepartie internationale. Et là où pour la Chine, l'équation peut être compliquée, c'est que si demain, encore une fois, c'est un si très hypothétique, la Corée du Nord décidait de négocier plus directement avec les États-Unis, de faire des concessions importantes et que les Américains faisaient la même chose, la nécessité là pour Pékin, dans ce cadre de négociation, serait de garder son influence et d'éviter que Pyongyang ne se rapproche pas trop de Washington, mais pour l'instant, on en est encore une fois extrêmement loin. Quelle est la situation de la population maintenant, et de l'économie et du niveau de vie de la population ? Alors on a des informations qui sont relativement indirectes et qui sont très compliquées ces derniers mois, puisqu'encore une fois, l'accès au pays est encore plus compliqué, y compris pour les organisations internationales et les ONG. Ce qu'on sait, c'est que ces 10-20 dernières années, la situation s'est améliorée. Il n'y a plus officiellement de situation de malnutrition, il n'y a plus de sous-nutrition, il peut y avoir un peu de malnutrition. Il y a évidemment des populations vulnérables, que ce soit les femmes enceintes, les jeunes enfants de moins de 3 ans, les personnes les plus âgées. Et là, les ONG étrangères qui normalement opèrent en Corée du Nord ont un rôle extrêmement important. Il faut souligner que sur les 4 ONG qui sont en permanence installées en Corée du Nord, 4 sont européennes et 2 sont françaises. Et donc là, il faut reconnaître et souligner vraiment l'aide apportée de fait par des institutions et des entités européennes à la Corée du Nord. La situation, encore une fois, elle diffère ensuite très fortement entre Pyongyang, qui est une ville de fait préservée et réservée à l'élite et aux proches du régime, et le reste du pays, où la situation est bien plus compliquée. Il y a eu des efforts de réforme économique ces dernières années, et notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un à la fin de l'année 2011. Il n'y a pas eu de libéralisation au sens propre de l'économie, mais une marketisation, c'est-à-dire une marchéisation de plus en plus importante de l'économie. Un peu de marché privé, c'est ça ? Alors, de fait, des marchés privés qui ont émergé à la fin des années 90, qui ont recommencé à se développer ces dernières années. Les dernières informations dont on dispose est que certains de ces marchés ont de nouveau été fermés dans le contexte pandémique, mais c'est en tout cas une façon pour le régime de faire en sorte qu'une partie du mécontentement de la population soit canalisée à travers ces marchés et que de fait le niveau de vie d'une partie de la population puisse s'améliorer, notamment la population qui est à la frontière, puisqu'elle peut bénéficier des trafics, notamment de contrebande avec la Chine. En fait, l'économie elle-même, vous me l'avez dit tout à l'heure, elle n'est pas dans un meilleur état qu'il y a, je ne sais pas, 20 ou 30 ans. Alors, disons que, par exemple, la production céréalière de la Corée du Nord est aujourd'hui relativement similaire à ce qu'elle était à la fin des années 80. Et c'est là où il y a un biais très intéressant. En Europe, on a l'image d'une Corée du Nord détruite dans les années 90 par la famine et la crise, qu'elle soit économique, énergétique, etc. Écologique. Écologique aussi. Or, dans les années 80, la Corée du Nord, entre guillemets, était un des pays du bloc soviétique, du bloc communiste, qui s'en sortait le mieux, entre guillemets. Il y avait un niveau d'éducation très élevé, un système de soins développé, il n'y avait pas de crise alimentaire. Et c'est vraiment dans les années 90
que le visage, entre guillemets, du pays a considérablement évolué. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui Kim Jong-un, petit-fils du fondateur Kim Il-sung, se réfère très souvent à son grand-père, puisque dans l'imaginaire des Nord-Coréens, les années 60 et 70 étaient évidemment des années et des décennies bien plus confortables qu'elles ne l'ont pu être dans les années 90 ou 2000. Antoine Bondaz, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de vos 2 ouvrages, Corée du Nord, plongée au cœur d'un État totalitaire, et L'avenir de la Corée du Nord, publié donc par l'Institut Diderot à Paris en 2017. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je pense que nous aurons l'occasion de reparler de tout ça un autre jour, car ce sont des sujets vraiment d'un très très grand intérêt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.